Bon, du coup, on va commencer la correction. Donc, salut à tous. Bon, mais c'est un petit peu une situation qui va être spéciale. En fait, du coup, je fais le live toute seule depuis chez moi, vu que vous le savez, nos promos sont confinés, donc il y en a qui peuvent aller à la fac, mais d'autres non. Bon, on va faire. Déjà, je vais vérifier qu'on m'entend bien, parce que sinon. Voilà, c'est bon. Bon, du coup, ça marche. Alors, ça va être un peu la galère. On va essayer de faire un truc. Je suis même pas sûre que ça marche, donc. Voilà. Bon, en fait, je vais afficher, je pense, la correction et je vais reprendre les points importants du coup avec vous. Je pense que c'est du coup ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai un tableau. Ouais, j'ai un tableau. Donc il est 19h10. Moi, je vais vous laisser jusqu'à 11 et je commencerai juste après. Bon, ben voilà, du coup, il est 11. Bon, alors du coup, on va commencer. Pour ceux qui n'avaient pas marqué du coup sur une feuille les bonnes réponses, donc du coup, c'est un peu dommage. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous l'aurez après cette correction, je la mettrai. Donc, on va passer vite sur les QCM de cours parce que c'est des QCM de cours, donc on s'en fiche un petit peu. Enfin, on va pas les détailler trop parce que bon, on a quand même 50 minutes juste pour corriger. Donc, le QCM1, c'était ACDE. Donc là, c'était vrai. Le B, ensuite, c'était faux. Donc après, on marque beaucoup de rappels. Vraiment, faites attention aux rappels, ils sont hyper importants. Donc ça, je vous laisserai le voir tout seul parce qu'il y a une dernière partie sur Fanière que j'aimerais bien faire aussi. Parce que du coup, vous avez juste commencé Fanière. Donc autant qu'on la fasse ensemble. Ensuite, du coup, le QCM2, c'était tout faux. En fait, c'est surtout des définitions. Là, les deux premières, c'est des définitions. En fait, il faut les apprendre. Une fois que vous les savez, ça va assez vite. Et ça, normalement, c'est soit on sait, soit on sait pas, on coche. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, le QCM3, c'était A et B. C'était des rappels un petit peu donc, de conversion parce que c'est hyper important. On essaiera à la limite de vous faire pas mal de trucs comme ça sur les conversions, voire même juste des feuilles un petit peu ou des socratives en fait sur des conversions parce que c'est des trucs qui pêchent un peu et si jamais on a faux, tout le QCM peut être faux. Donc du coup là c'était A et B. Pour le C donc c'était faux. Une mole du coup c'est le nombre d'entités qui va être égal au nombre d'atomes d'un 12 grammes de carbone 12. Vous avez la formule du coup le AUMA là qu'il faut savoir. Je sais pas si je peux... Ah oui, je vais mettre le petit stylet. Voilà. Donc, cette formule-là, il faut vraiment la savoir. C'est voilà, c'est bon. Il faut vraiment la savoir parce que ça peut tomber du coup en item de cours. Peut-être pas en QCM vraiment où il faut calculer, etc. Mais enfin, c'est toujours mieux du coup si vous la connaissez. Ensuite, le D, du coup, c'était faux. Il y avait cette relation-là, donc normalement, vous l'avez vu déjà en terminale. Cette relation-là, donc la masse molaire, donc en grammes par mol, ça va être la masse divisée par la quantité de matière. Bon, après, c'est une formule un petit peu de base. Donc, ensuite, le E, c'était faux. C'est lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté ne change pas. Et il me semble, voilà. Et voilà, c'est ça. Et du coup, on vous a mis la petite formule du coup, pour montrer que ça change pas. Parce que la quantité de matière du coup dans l'initial va être égale à celle d'un final. Ça y est, en fait, quand on développe, vu qu'on sait que N c'est égal à C fois V, ça veut dire que la concentration et le volume du coup dans le truc initial vont être, en gros, c'est proportionnel et égal à celui du final. Donc le 4, pareil, c'est des conversions là aussi. Au niveau des angstroms, etc., c'est surtout quand vous allez calculer les liaisons, etc. Donc dans les moments dipolaires, donc il peut y avoir des trucs avec des angstroms. Donc vous avez le rappel ici, c'est surtout ça qui est important à retenir ici, c'est que 1 angstrom c'est égal à 10 moins 10 mètres. Voilà, donc ça c'est le cheminement, donc je vous laisserai le refaire chez vous parce qu'on va passer assez vite. Ensuite le B, donc le B c'était faux. Ça vous l'avez au début du cours, il me semble, du professeur Trouillas dans le premier cours. En haut, donc il vous dit, en fait il vous a dit de ne pas apprendre les chiffres, etc., la taille de telle chose, telle autre. En fait c'est des ordres de grandeur à connaître. Et en même temps, vous allez voir, enfin vous pouvez voir les, comment on appelle ça, les conversions. Il y a des conversions, donc du coup vous pouvez les voir. Donc là, c'est pareil, on vous rappelle que 1 picomole, du coup, c'était égal à 10 moins 10 mètres. 10 puissance moins 12, pardon, mètres. Donc le C, c'était faux, donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant avec la formule du coup que je vous ai dit de savoir. Donc 1 UMA qui va être égal à 1 10 puissance
divisé par 12, pardon, fois la masse d'un atome de carbone 12. Vous avez tout le cheminement, vous avez l'application numérique. Ça, il faut savoir le faire, c'est les produits en croix. Oh super, ça fait un rond rouge. Bon, du coup, ça juste, faut le savoir et voilà. Ensuite, du coup, pour les températures, c'est hyper important parce qu'on calcule tout. Donc en Kelvin, on calcule jamais en degrés Celsius. Il faut faire attention, donc c'est 273 plus la température. Ça fait même des flèches, c'est super. Ce soir, on va faire un truc hyper beau là. C'est génial. Moi, je suis supprimé quand même parce que. Voilà. Alors, du coup, le E, bah, c'était faux aussi. Le 5, donc on souhaite préparer 4,5 litres de solution de NaCl. Donc là, en fait, ce qu'on a fait dans la correction, c'est qu'on a tout mis avec des couleurs. Comme ça, en fait, vous allez vous repérer au niveau de la correction. Mais vous, ce que vous pouvez faire, du coup, sur vos. Comment on appelle ça? Sur vos sujets, c'est de surligner, en fait. Voilà. Comme ça, vous savez où sont les informations importantes ou pas. Donc, quand vous cherchez le nombre de moles, vous avez C égale à N sur V. Cette formule, c'est celle qu'il y avait tout à l'heure, donc juste au-dessus, ici. C'est à peu près la même, en fait. Donc, il faut la savoir. Après, vous la manipulez donc, dans tous les sens. Donc là, on avait besoin de N égale à C fois V. Là, on trouvait du coup 3,2 millimoles par litre fois les 4,5 litres. Il fallait faire attention. Donc, comme là, on avait des litres... Ah, c'est bon. Et que là, on avait des litres, ça a marché. Mais si jamais, par exemple, ici, on avait eu des millilitres, il aurait fallu convertir, en fait. Donc voilà, ensuite on peut chercher la masse. Donc ça c'est la formule de tout à l'heure. Donc la masse molaire donc en grammes par mol, avec la masse en grammes, et la quantité de matière en mol. Voilà, et après, c'est ce que je dis à chaque fois, en fait il faut juste que les unités, ce soient les mêmes partout. Si jamais on avait eu des millimoles, ici là, c'était pas très grave, enfin là il aurait fallu avoir un truc en grammes par millimole. Il faut faire attention en fait que genre là on trouve le gramme, donc il est aussi là. Pareil pour le mol. Donc voilà. Bon, après ça, normalement, vous savez le faire. Et donc ça, c'était faux. Et vous avez le nombre d'Avogadro qui est rappelé ici en bas. Ensuite, donc là, bah, c'est la suite. Il fallait faire donc encore un produit en croix. En fait, dans les conversions, c'est toujours un produit en croix. Vous avez aussi le professeur Monteil qui le dit souvent que bon, il n'y a toujours que des produits en croix, etc. Que c'est jamais bien compliqué les calculs. Bon voilà. Donc là, c'est des produits en croix. Ensuite, du coup, pour le C, c'est une autre formule qu'il faut savoir, c'est donc la concentration dans la solution finale qui va être égale à celle de la solution initiale divisée par le coefficient en fait de dissolution, donc le facteur. Donc là c'était par un facteur 2. Donc du coup, vous voyez ici, on divisé par 2, donc là ça va faire un rond rouge évidemment, voilà. Et ça c'était la concentration initiale. Donc la concentration finale c'était 1,6 10 puissance moins 3 mol par litre. Ensuite, donc le D c'était vrai aussi. Donc ça c'est le truc de tout à l'heure. Vous savez que 1 UMA, ça il faut le savoir. 1 UMA c'est égal à 1,66 10 puissance moins 24 grammes. C'est un produit en croix, donc vous faites donc 1 fois ça là, 835,2 10 moins 3, divisé par le 1,6 10 puissance moins 24. Et ça donnait donc 5,03 10 puissance 23 UMA. Ensuite, du coup, le E, c'était vrai. Si vous avez des questions, posez les questions donc, dans le live là, parce que bah, du coup, moi, je peux pas y répondre vu que je suis en train de faire le live et la correction, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas non plus du coup en séance qui peuvent vous répondre. Ensuite, le QCM6, donc là, c'est comme tout à l'heure en fait. Donc pareil, il y a tout qui est en couleur. Donc 2450 millilitres. Donc là, il fallait faire attention, c'était un millilitre. Ici, on a 3 grammes. Et ici, on a 5 grammes par mol. Pardon. Et là, il y a un facteur 5. Donc du coup, cette dilution, elle ne nous permet pas d'augmenter la quantité de matière, puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la quantité de matière, en fait, elle ne va pas changer lors d'une dilution. Donc du coup, le A et le B, c'était faux. Le C, c'est toujours la même formule. Il fallait juste la manipuler, on voulait la quantité de matière. Quantité de matière qui va être égale, du coup, à la masse divisée par le grand M, donc la masse molaire. Hop. Et ça donnait 30-10-3 mol. Le D, du coup, c'est faux. La concentration, ce sera de 2,44 millimoles par litre.
Donc la première étape, ça va être la concentration initiale, donc vous avez toujours la même formule. Donc là en fait ça fait 2 ou 3 QCM, il me semble que c'est toujours les mêmes formules, donc si jamais vous connaissez bien cette formule, normalement ça devrait bien se passer. Donc on fait l'application numérique, donc on a le 30 10-3, donc c'est ce qu'il y avait ici, c'est la quantité de matière, divisé par le volume. Donc c'est ça, sauf qu'on avait vu tout à l'heure que le volume du coup il devait être 1 millilitre, et comme on le veut un litre, pour avoir des litres ici, là, on mettait un 10 puissance moins 3. Et ça donnait donc 12,2 millimoles par litre. Si vous entendez un bruit, je suis désolée, c'est mon chat, il est en train de faire n'importe quoi, mais bon, voilà. Donc ensuite, il fallait diviser pour avoir, c'est ce que je disais, donc avec le facteur 5. Donc c'est ce qu'on avait trouvé là, divisé par 5, ça donnait 2,44 du coup millimoles par litre. Et donc ensuite, c'était faux. Et donc là, ah oui, dans la solution finale, on retrouve en fait le même nombre de moles, c'est ce qui vous est rappelé au-dessus, enfin dans le truc où il est marqué attention, c'est que du coup ça ne change pas, que ce soit la quantité, que ce soit la solution initiale ou finale, il y a la même quantité de matière. Donc au final, on l'avait calculé dans l'item C, et c'était la même réponse dans l'item E. Ah mince, j'ai changé de page, il fallait pas. Bon, alors du coup le QCM7, je vais essayer de pas changer de page cette fois. Non. Le QCM7, c'était les modèles d'atomes, donc tout était faux sauf le E. Donc pour l'atome d'hydrogène, l'énergie c'est de la forme E qui est égale à moins. Il fallait faire attention, il fallait un moins, donc ça il faut le savoir. C'est moins 13,6 divisé par 2 à la puissance. Divisé par n à la puissance 2, pardon. Donc ça, bon, ça va faire encore un rond rouge, donc regardez vite. Voilà, il faut le savoir. Donc les halogènes vont être caractérisés par un électron manquant dans la sous-couche P. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ensuite, il faut faire attention à ne pas confondre donc, les couches principales, donc c'est K, L et M, et les sous-couches. On peut faire des petits pièges là-dessus. En fait, si jamais on vous dit que c'est la couche P, ben en fait c'est pas vrai parce que du coup le P c'est une sous-couche. Voilà, c'est tout. Et les gaz rares, ils sont pas monovalents. La couche de valence des gaz rares, elle va être remplie et ils peuvent pas faire de liaison avec d'autres atomes. Ensuite, on vous avait donné des cases quantiques. Donc en fait, ça c'est ce que vous retrouvez aussi sur les LCAO quand on met les spin-up et les spin-down. Donc du coup, les nombres quantiques de l'électron célibataire du chlore. Donc le chlore c'était Z égale à 17, N égale 3. Et en fait, c'était L égale 1, puis etc. Donc en fait, vous savez, le M va être relié au comportement face au champ magnétique. Et on sait que le M, en fait, il est compris entre le moins L et le L. Et ensuite, on sait aussi que du coup, l'électron de valence, il est dans la sous-couche P. Donc c'est quand on fait en fait quand on développe la configuration électronique, pardon. On voyait que du coup l'électron de valence, donc il est ici, il est dans la sous-couche P, donc L est égal à 1. La sous-couche P, donc on voit ici. Ensuite, il faut faire attention, il y a une différence entre électron de valence et électron célibataire, d'ailleurs. Du coup là, ouais, en fait il y a une erreur, bon, je viens de m'en rendre compte. Donc ici c'est l'électron célibataire en fait qui se retrouve dans la sous-couche P, donc ça va être égal à 1 parce qu'en fait les électrons de valence ce sont tous les électrons qui sont du coup sur la dernière couche, alors que l'électron célibataire c'est l'électron du coup qui est tout seul, il est célibataire, quoi. Donc du coup on va en déduire que si l'électron de valence il est dans la première case quantique, M va être égal à moins 1. S'il est dans la case quantique du milieu, ça va être M égale à 0. Et s'il est dans la case quantique à droite, donc comme on voit ici, M va être égal à plus 1. Donc du coup, c'est pour ça qu'on avait N égale 3, parce que du coup, c'est dans la sous-couche 3, là. Enfin, on a le 3. Ensuite, L égale 1, parce que du coup, on voit que c'est dans la sous-couche P, donc N égale 1. Et M, c'est ce que je viens de dire là, donc il est tout seul ici à droite, donc c'est M égale plus 1. Et en plus, on voit qu'il est vers le haut. Donc c'est un spin-up, et spin-up c'est plus 0,5, donc plus 1,5. Hop. Donc soit le remplissage du coup de la couche L, le spin total vaut plus 1,5, la multiplicité de spin vaut 2. Il fallait calculer donc la multiplicité de spin de la manière suivante. Donc vous connaissez à force, je pense, cette formule-là. Donc la multiplicité de spin, ça va être 2 fois le spin plus 1. Donc on voit que le spin c'était donc plus 1,5. Donc du coup, c'était 2 fois 1,5 plus 1 qui va être égal à 2. Et donc du coup, enfin c'était pas demandé, mais il faut savoir que c'est un doublé. Là pareil, il faut faire attention entre doublé et double liaison, c'est pas pareil. Donc là ensuite, vous avez une donnée commune. En fait, c'est parce qu'on vous a mis un petit tableau
les questions d'après, après, il y en a certains, je pense, qui s'en font pas servir, mais enfin, vous avez quand même cette donnée-là. Parfois, ça arrive qu'il y ait marqué données communes au QCM, temps à temps. Dans ce cas, vous pouvez vous en servir. Donc, concernant le diagramme de corrélation énergétique suivant, donc c'est des réponses B et E, donc c'était du diazote, en fait, on voyait, il fallait calculer, donc c'était du 2S2, 2P3, et donc quand on faisait la configuration électronique totale, on voyait que Z est égal à 7, parce que là il y en a 1 plus 2 plus... Bon, en tout là il y en a 5, et du coup il devait en manquer 2, ceux de la couche 1S, qui est marqué, donc là, hop, ça va faire un rond rouge, voilà. Donc les deux atomes correspondent à de l'azote et vont former une molécule très stable. Donc on sait que plus une molécule est énergétique, moins elle est stable. En fait, c'est quelque chose qui va être... en soi, on peut penser logique. On peut penser à un truc tout bête, hein, vraiment pour s'en souvenir. Si jamais vous avez une boule avec beaucoup d'énergie, elle va pas être très stable. C'est ce qu'on voit dans les dessins animés parfois. Je sais pas si vous voyez dans les dessins animés parfois, il y a des... il y a une grande boule qui fait plein de lumière et tout. Enfin bref, voilà. Elle est très énergétique et donc du coup, elle est pas très stable. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique qui est un peu pourri, mais on fait comme on peut. Donc à gauche du LCAO, on va voir que la flèche énergétique, donc elle est ici, la flèche énergétique. Hop, ça fait un rond. Elle montre que plus les électrons vont être hauts, plus l'énergie en fait d'une orbitale va augmenter. Ça paraît un petit peu logique. Donc sur le LCAO, voilà, on voyait que la sous-couche P, les électrons étaient moins énergétiques que ceux des orbitales atomiques. Et donc la molécule était très stable. Ensuite, donc, le C, il est faux. La multiplicité de spin vaut 1, c'est un singulier. Alors, on avait la multiplicité de spin. J'ai pas le sujet sous les yeux, donc je sais plus ce qu'il y avait marqué, mais si jamais il y a marqué que c'était une simple liaison, là, vous pouvez tout de suite, en fait, même sans calculer, vous savez que c'est faux, parce que la multiplicité de spin, elle dit si c'est un singulier, un doublé, etc. Mais absolument pas si c'est une double liaison ou une simple liaison. Donc là, j'ai pas de sujet, donc je sais pas, mais vous pouvez commencer par éliminer, en fait, comme ça. Ça vous oblige pas à calculer, quoi. Mais par contre, du coup, on voyait que le spin, on le voit ici, là. Je vais enlever sa cache. Là, ça fait plus 0,5 moins 0,5, donc ça fait 0. Là, ça fait plus 0,5 moins 0,5, donc ça fait 0 aussi. Donc le spin était égal à 0, donc ça fait 2 fois 0 plus 1. Donc du coup, ça fait 1. Alors, ensuite... Donc c'est un singulier, voilà, il ne faut pas confondre singulier et liaison simple. Ensuite, on avait l'ordre de liaison, qui est égal à 3, donc c'est une triple liaison. Là, en fait, on vous a mis la formule que vous devez savoir, elle est quand même très importante. Donc, c'est l'ordre de liaison, c'est le nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants. Donc, ça va être 8 moins 2 divisé par 2, ça va donner 3. Alors, je vais vous montrer les électrons liants et antiliants. Il faut juste que je revienne à la page d'avant. Voilà. Alors, je vais mettre d'une autre couleur peut-être. Quand vous avez des... Bon, ok, c'est toujours rouge, je me suis trompée. Donc, quand vous avez les astérisques comme ça, là, vous êtes dans les antiliants. Quand vous avez rien, donc comme là avec le sigma ici et ici, vous êtes dans les liants. Voilà. Donc vous avez donc le nombre d'électrons liants, pardon, moins le nombre d'électrons antiliants divisé par 2. Donc ça donnait 8 moins 2 divisé par 2, 3, donc c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, quand on vous demande de calculer donc le nombre de doublés non liants, ça c'est une formule qui n'est pas dans le cours du professeur, donc en vrai c'est normal si vous ne la connaissez pas. Maintenant, nous, on vous la donne. Si vous voulez vous en servir, vous pouvez vous en servir. Je pense qu'on va éviter de la mettre dorénavant parce que du coup, elle n'est pas dans le cours du professeur. Mais c'est le nombre de doublés non liants va être égal du coup au nombre d'électrons donc total divisé par 2 moins l'ordre de liaison. Donc l'ordre de liaison qu'on avait calculé dans l'item juste avant. En calculant tout ça, du coup, ça donnait 2. Bon, on va essayer de passer vite. Et vraiment, je suis nulle avec cette application-là. Je change tout le temps la page, je suis désolée. Donc du coup, là, on avait un LCAO, on avait des valeurs d'électronégativité. Donc l'atome A correspond à l'hydrogène et le B au brome. Donc le A, c'était tout ce qu'il y avait de ce côté-là, donc ça correspondait au 1S, pardon. Donc là, on avait un 1S1, parce qu'on voit qu'on n'en a qu'une. Et là, c'était donc, on avait du 4S2 et 4P5. Donc, c'est ce qui est expliqué en dessous. Donc quand on fait la configuration électronique, quand on a le 4P5,
Ça veut dire qu'on a quand même tout ça juste avant, et quand on additionne donc 2 plus 2, etc., ça donne 35. Et avec du coup le tableau qu'on vous avait donné, on voyait que le Z égale 35, c'était du brome. Donc voilà. Après, c'est des chiffres vraiment qu'on va voir si on s'en souvient. Enfin, nous, je sais qu'on s'en souvient que le 35 c'est du brome. On vous demande vraiment pas de le savoir, mais ça peut aller plus vite. Il y en a certains qui s'en souviennent. Bon, c'est bon. Non. Alors, ensuite le B, donc c'était vrai par une simple liaison. Donc quand on veut calculer si c'est une simple liaison ou une liaison double, etc., il faut calculer donc l'ordre de liaison. Donc l'ordre de liaison, toujours la même formule, ça donnait 1, donc c'est une simple liaison. Le spin est égal à 0. On n'avait pas d'électrons célibataires, donc quand on regarde là, on n'a pas d'électrons célibataires, ils sont tous appariés. Donc du coup, ça va être 0. La molécule possède 3 doublés non liants, donc c'est exactement comme avant, c'est la formule dont je vous ai parlé juste avant. Et quand on vous demande aussi la structure de Lewis, parce que ça peut arriver, en fait c'est quand c'est marqué comme ça en gros. Donc vous avez les deux atomes, et c'est le fait de rajouter en fait les doublés non liants ici. À partir du moment où vous avez des doublés non liants qui ont été rajoutés, je fais n'importe quoi. Du coup, c'est la structure de Lewis. Le E, du coup, c'est faux. Elle est polarisée, donc une liaison, elle va être ionique lorsque la différence d'électronégativité des deux atomes impliqués dans la liaison va être supérieure à 1,7. Donc c'est pour ça qu'on vous avait donné en fait des valeurs d'électronégativité. Donc vous avez celui du brome moins celui de l'hydrogène. En fait, vous mettez le plus électronégatif de ce côté, il me semble. Attendez, hop. Voilà, donc le plus électronégatif moins le moins électronégatif. Donc ça fait 2,96 moins 2,2, ça donne 0,76. C'est inférieur à 1,7. Donc du coup, elle n'est pas ionique. Mais par contre, elle est polarisée parce qu'une liaison polarisée, on sait que c'est entre 0,4 et 4. Ensuite, concernant donc, le QCM10, bon, je vais essayer de passer assez vite. Les configurations électroniques, je ne vais pas les reprendre, donc vous allez voir vous. Avec la correction que je vais mettre donc, sur Community juste après. Donc quand on voit qu'il y a un plus, c'est un cation, donc il a perdu un électron. Donc du coup, il faut penser à faire le Z moins le chiffre qu'il y a là. Donc là, c'était 1, donc c'est le Z moins 1. Ici, donc c'était un sel moins, donc comme c'était un anion, en fait, il a gagné un électron, donc du coup, c'était le Z plus 1. Donc 17 plus 1, ça faisait 18. Donc le C était vrai. Hop. Et le reste était vrai aussi, donc là pareil vous avez des petites des exceptions, voilà, c'est marqué là, en plus le mot est marqué. En vrai il faut les savoir. En gros c'est parce que, enfin comme vous voyez ici là, si jamais on remplit avec la règle de Kleshowski, donc en fait on remplit d'abord le 4S, mais après on voit que la 3D en fait elle est moins pleine que la 4S. Alors qu'en fait quand vous faites vos diagrammes là comme ça, moi je faisais toujours des ronds. En gros, attends. Je vais faire un truc. Bon, je sais vraiment pas si vous allez voir quelque chose en fait, parce que je suis pas du tout une pro de live YouTube. Hein. En fait, quand vous faites vos trucs comme ça, donc là vous voyez, vous remplissez en fait, quand vous suivez la règle de Kleshowski, vous remplissez d'abord la 4, sauf qu'en fait elle est plus externe que la 3, sauf que la 3 elle a moins d'électrons, donc en fait c'est logique que du coup les électrons qui sont là, ils vont vouloir se rapprocher, sachant qu'il leur reste une place. Voilà. Donc c'est pareil pour le Chrome, où vous avez d'abord rempli en fait la 4S, mais la 3D elle est à 4. Donc en fait il y a un électron de la 4S qui va vouloir se rapprocher de la 3. Il peut pas rien y avoir en fait, c'est pour ça qu'il y a quand même un 4S1. C'est juste qu'il va se rapprocher règle de l'octet, etc. Mais c'est tout, il peut pas en fait complètement se vider quand même sur la couche externe. Ensuite, donc le QCM11, c'était C, D et E. En fait, ça, c'est vraiment des définitions, donc je vais passer très vite dessus parce que je peux pas vraiment vous les expliquer. Et après, il y a des calculs et c'est plus intéressant quand même. Donc la 12, c'était C et D. Donc là, c'est pareil, c'est que des définitions. Au niveau des hybridations, c'est quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Après, je sais pas si on l'a déjà mise, mais il y a une fiche qu'on va essayer de mettre sur les hybridations. En fait, faut pas trop chercher faut chercher à comprendre, mais il faut pas apprendre bêtement. Les angles, par exemple, etc., ça sert vraiment à rien. Il faut juste comprendre qu'en gros, pour qu'une molécule elle soit vraiment stable,
il faut que du coup les atomes, ils soient hyper éloignés. Bon, je sais vraiment pas ce que ça donne. En plus, j'ai pas allumé la lumière. Mais il faut vraiment qu'ils soient éloignés. Enfin, vous voyez bien, une molécule, elle peut pas avoir deux atomes comme ça hyper proches et les autres hyper loin. Donc en fait, il faut juste comprendre qu'à chaque fois, pour qu'une molécule soit stable, il faut que ce soit quand même écarté d'un certain angle, en gros, pour que du coup ce soit stable. Et voilà, c'est tout. Le QCM13, donc c'était B, C et D. Là, pareil, je vous laisserai regarder tout seul. Le 14, apprenez vraiment bien ce tableau-là. Vous pouvez même vous le réécrire. Ensuite, moi, je sais que j'avais des moyens mémotechniques. Vous voyez qu'ici, là, il y a deux E. Donc, du coup, les deux du même côté, c'était pareil. Enfin, vous voyez, là, c'est permanent et permanent. Donc, du coup, il y avait deux E. Donc, c'était pour dire que c'était pareil. Et après, je me souviens plus du tout de des moyens mémotechniques. Donc, je suis désolée, ça me reviendra peut-être. Et donc, du coup, c'était quand même CDE. Ensuite, le 15, donc c'était BCD. Là, pareil, c'est encore des définitions. Donc là, ça sert à rien. Il faut juste retenir aussi qu'un composé amphiphile, c'est un composé qui possède des groupements hydrophiles et hydrophobes. Voilà. Alors, là, ça va devenir un peu plus intéressant quand même. Donc QCM16, vous avez une molécule, donc c'est une molécule hypothétique, donc qui peut exister, mais en fait on vous donne pas les atomes vraiment, donc c'était les réponses BCE, pardon. Là pareil, comme j'ai fait dans les autres, il y a de la couleur pour vraiment se repérer, voilà c'est ça, pour vraiment se repérer dans la correction. Donc X et Y ne peuvent pas être le même atome. En fait, on voit que du coup, là, il y a marqué qu'il y a un moment dipolaire, XY. À partir du moment où il y a un moment dipolaire, en fait, ça veut dire qu'il y a une différence d'électronégativité. Donc, il y en a un qui va attirer les électrons plus que l'autre. Donc, du coup, ça va être deux espèces différentes. C'est comme dans les LCAO, quand il est asymétrique. En fait, vous avez donc deux électrons différents. Si jamais vous avez en fait un LCAO vraiment symétrique, vous savez que c'est deux atomes qui sont exactement pareils. Donc le D, c'était vrai. Donc le rappel donc, de tout à l'heure, comme je disais dans les conversions, un angstrom c'est égal à 1 10 puissance moins 10 mètres. Il fallait faire donc un petit produit en croix. Donc ça donnait une distance à 0,236 nanomètres. En valeur absolue, la charge partielle de X est égale à celle de Y. Donc là, vous avez, il me semble que c'est une capture du cours. Je suis vraiment pas trop sûre. Mais la densité électronique de liaison, du coup, est déplacée vers l'atome le plus électronégatif. Donc c'est ce que je disais, à partir du moment où il y a un moment dipolaire, il y en a un en fait, qui va attirer plus que l'autre. Le D est faux. Vous avez la formule du moment dipolaire. Donc, c'est ce qui est marqué en haut. Le moment dipolaire qui va être égal à, je sais pas comment c'est delta. Ouais, delta fois la distance. Il faut faire attention aux unités. Du coup, là, c'est des coulombs par mètre. Donc ici, il faut mettre en coulomb et là par mètre. En mètre, pardon. Donc ici, on voulait donc la charge. Donc on avait 9, donc c'était le moment dipolaire, fois 3,34 10 puissance moins 30, donc c'était la conversion du Dalton en coulomb par mètre. Puisqu'ici vous aviez un Dalton et qu'il vous fallait en fait du coulomb. Et divisé par 2,36 10 puissance moins 10, donc ça c'était la distance interatomique, donc la distance qui sépare en fait les deux électrons. Donc on voulait un résultat sans unité. Ah oui, parce que du coup on vous avait donné un truc sans unité. Donc pour avoir un truc sans unité, il faut diviser par la charge élémentaire, sachant que du coup on sait que la charge élémentaire c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc du coup vous aviez tout en coulombs, donc c'était assez cool quoi. Et le E c'était vrai, le tableau permettait de répondre à l'item parce qu'on avait du coup la charge ici du NaCl qui est égale à 0,8, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Quand on regarde notre tableau, on avait le NaCl 0,8. Voilà. QCM17, donc ADE, là c'est encore des définitions, donc je vais passer dessus pour se souvenir de ça, système ouvert, système fermé. Et donc là il y a un problème parce qu'il est marqué 2 fois fermé. Donc c'est pas ça du tout, c'est un système fermé et là c'est un système isolé. En fait dès qu'il est isolé, il échange ni de la matière ni de l'énergie. Voilà. Le 18, donc, vous aviez donc des réactions, c'était de la thermodynamique. Il fallait donc commencer par équilibrer les atomes de carbone. Donc, ici, on avait quand même mis en fait un petit
nombre stoichiométrique, mais là on avait fait exprès, on avait mis des 3 petits points en fait pour vous dire que c'était pas du tout équilibré, donc il fallait l'équilibrer. Donc on commence par équilibrer les carbones, pardon. Donc là on voit qu'il y a 2 carbones, sauf que le carbone il a un petit indice 2, donc on faisait 2 fois 2 ça faisait 4, on n'en avait pas d'autres de ce côté. Là de l'autre côté on voyait qu'on n'en avait qu'un seul, donc du coup il fallait faire juste fois 4. Donc on mettait 4 carbones. Donc ici on voyait qu'on avait 4 carbones, et ici on en a 4 aussi. Ensuite du coup il fallait équilibrer donc, les atomes d'hydrogène. On en a 4 du côté des réactifs, parce que c'était le 2 là, plus, fois pardon, les 2 qu'on avait ici, ça faisait 4. Mais ici on voyait qu'on en avait donc déjà 2. Donc en fait on mettait juste un coefficient, donc 2. Je sais pas ce que ça a donné si j'écris. Super, ça marche pas. Mais de toute façon c'est marqué donc juste en dessous, donc ensuite on mettait le 2, et ça faisait 2 fois 2, ça fait 4. Et donc ici 2 fois 2, donc ça fait 4 aussi. Et ensuite donc il fallait faire les atomes d'oxygène. Donc on en avait donc 2 de ce côté-là, et on en avait 10 ici, parce que du coup on a passé ici, donc ça faisait 2, parce que ici dans le H2O on en avait 2, et dans le CO2 on avait 4 fois 2, donc 8, et 8 plus 2 ça faisait 10. Donc on en a 10 à droite et 2 à gauche, donc du coup il fallait rajouter un coefficient 5. Généralement comme question on a est-ce qu'on commence par les atomes de carbone, d'hydrogène, etc. Moi je sais que je commençais donc toujours par les carbones, et après j'allais en fait, d'abord j'allais par ceux où il y en a le moins. Si jamais vous avez eu un brome par exemple, j'aurais commencé par équilibrer les bromes. Et en fait j'allais dans ce sens-là pour finir en fait par l'oxygène, pour ajouter de l'eau. Parce que généralement on rajoute de l'eau après. Donc du coup voilà. Là c'était un petit peu plus compliqué, donc il fallait en fait combiner les 3 premières réactions, donc vous aviez en fait les chiffres ici, pour obtenir le H4 de la dernière. Donc le but ça va être de combiner les 3 premières réactions, c'est ce que je disais. Donc pour ça on va commencer par repérer l'élément qui nous intéresse dans chacune des réactions. En fait il va falloir en gros trouver, quand vous allez poser votre truc ici là, l'enthalpie de ça plus l'enthalpie de ça qui va donner l'enthalpie de ça, plus l'enthalpie de ça, parce que vous avez toujours votre formule, ça il faut le savoir aussi. La somme, attendez, je reprends mon tableau. Je vais l'écrire, ce sera peut-être plus facile. Oh mince. Voilà, je suis nulle. Hein. Ça va être la somme des delta H des produits moins là. Je sais vraiment pas si vous voyez quelque chose en fait. Mais bon, bref. Donc du coup, en fait, le but, ça va être de retrouver dans cette formule-là, pour le 4, en gros, donc les produits et les réactifs, c'est qu'on cherche donc le C2H4, en gros, moins le C2H2 en gros, c'est ça qu'on cherche. Punaise, en fait, on voit rien. Je suis en train de me rendre compte qu'on voit pas grand-chose. Mais bon. Donc, en fait, on cherche ça, sauf que le problème, c'est qu'on en a aucun, vu qu'on a que les trucs, les delta H finaux. Donc le but, ça va être de retrouver par exemple le C2H4 dans les autres formules, enfin dans les autres réactions du dessus, vu qu'on a déjà la valeur finale. Là, pareil, le C2H2, il faut trouver dans quel C, et celui-là, pareil. C'est pour ça que sur la correction, vous voyez que c'est en couleur. Or, pour le C2H2, on va se servir en fait de la réaction 1 et de ce qu'on va faire du calcul final ici, là, pour trouver la valeur du C2H2. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, on commence par le C2H2, il est du côté des réactifs en fait. Donc dans les deux réactions, donc du coup ici et ici, en fait c'est les réactifs qui vont donner des produits. Parce que les réactifs ils réagissent ensemble pour donner des produits. Moi j'avais du mal au début entre réactifs et produits. Donc du coup, cet élément il va avoir des coefficients quand même stoichiométriques différents, mais on voit qu'on a 2 fois plus de C2H2 dans la réaction 1 que dans la réaction 4. Donc pour régler ce problème, on va diviser en fait les coefficients stoichiométriques de la réaction 1 par 2. Vu qu'on en a 2 fois plus, enfin ici on a un coefficient 2,
mais qu'ici on veut un coefficient 1, ben on va diviser en fait ce qu'il y avait dans la réaction 1 par 2. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, ça donne ça. Vous avez donc ce delta H1 ici, qu'on va diviser par 2 pour obtenir en fait ce qu'on avait là. Ensuite pour le H2, donc il se trouve du côté des réactifs pour les deux réactions, donc on voit réactif et réactif ici, vu qu'ils sont à gauche de la flèche. Il y a aussi donc un coefficient 2 ici, là, vous voyez un coefficient 2, alors qu'ici on a un coefficient 1. Donc c'est pareil, on va prendre le delta H3 et on va faire fois 1,5 pour en fait le diviser par 2. Parce que fois 1,5 ça revient à diviser par 2 du coup. Et enfin du coup le C2H4 il possède les mêmes coefficients stoichiométriques dans les deux réactions, sauf que le problème c'est que dans un on voit qu'il est dans les réactifs et dans l'autre il est dans les produits. Donc il va pas falloir oublier de mettre un signe moins puisqu'on doit inverser en fait la réaction. Donc du coup pour récapituler, ici on voit que c'est du même côté, sauf que là il y a un coefficient 2 et nous on en veut 1, donc en fait on divise par 2, donc on fait fois 1,5. Pour le H2 c'est exactement pareil, on voit qu'il y en avait deux maisons du même côté, donc on divise par 2 le delta H3. Et pour le C2H4, on prend le delta H2 qu'on va en fait, on va mettre à moins de 20 parce que du coup là il est dans les réactifs et ici il est dans les produits. Voilà. C'est ce que je disais. Donc on commence par écrire nos réactions modifiées. Attention, les modifications s'appliquent également aux enthalpies. Je vais tomber mon stylo. Ensuite, on va additionner les éléments qui se trouvent de chaque côté de la flèche entre eux. Et on va simplifier. Donc en fait, c'est ce que vous avez ici. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, il va falloir que je passe assez vite dessus. Et en fait, c'est pour vous montrer. Ah ben voilà, en fait, c'est le cheminement de ce que je vous avais dit à l'oral juste au-dessus. Les calculs, ben, vous allez refaire chez vous parce que ben, de toute façon, je ne peux pas vous aider à faire un calcul là maintenant. Il est 47, je vais être obligée de... Je finis juste ça, je vous montre juste les réactions là, et après je passe sur la partie de Fagnac parce que j'aimerais bien vous montrer un petit peu quand même. Donc vous avez le delta H, là c'est important, en fait on a mis en rouge comme ça les formules hyper importantes. Donc vous avez le delta H0, c'est celui des produits moins les réactifs, donc voilà. Et vous avez pareil pour le delta S. Donc ça, pareil, on va passer. La cinétique, la cinétique, en fait, il faut surtout savoir, en gros, ces deux formules-là. Hop, celle-là, attention, ça va faire un rouge. Ah non, il est bleu cette fois. Et celle-là, ordre 1 et ordre 2. Donc moi, je vous conseille de faire un tableau et d'apprendre vraiment ce tableau par cœur avec les petites formules, etc. Ça peut être sympa. Là, le piège était surtout sur les unités, etc. Donc, vous pourrez regarder ça. Ensuite, l'acido basique, pareil, cette formule-là, hyper importante. Anderson-Hasselbalch, il faut vraiment la retenir. Et il faut retenir aussi que le K, c'est une constante et il n'y a pas d'unité. Ouais. Donc, du coup, pour le 27 BDE, j'ai pas dit pour celle d'avant, mais bon. 28 BCD. Après, je vais mettre la correction directement, de toute façon, une fois que j'aurai fini le live. Le 29, donc c'était E. Ensuite, maintenant, ça fait un moment qu'on fait les nombres d'oxydation, donc je vais pas, en fait, pas passer dessus du tout. Donc le 30, c'était B. Ça, c'est de l'oxydoréduction. Je sais plus du tout où vous en êtes dans votre cours. Et je sais plus si vous avez déjà fait l'oxydoréduction ou pas. Mais si vous avez des questions, de toute façon, on est sur le forum. N'hésitez vraiment pas à vous servir du forum. Parce qu'on est quand même assez réactif dessus, c'est toujours sympa, même si vous avez des questions. Là, pareil, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Donc, moi, j'ai pas du tout accès aux commentaires, donc je vois pas du tout si vous avez des questions ou si vous marquez des trucs, etc. Mais je sais que les autres sont là pour vous répondre. Du coup, là, je sais même plus ce que je disais et je fais n'importe quoi avec ces pages-là. Voilà, donc le 32. Non, c'est encore de l'oxydoréduction. Ces formules-là, ici, là, faut pas les savoir. Après, si vous les savez, du coup, ça va aller un petit peu plus vite pour vous. Maintenant, nous, on les mettra tout le temps, en tout cas. On vous la mettra tout le temps, cette formule-là, en fait. La formule de Nernst, on vous la mettra. Ici, il faut se souvenir, du coup, que c'est le plus grand moins le plus petit. J'avais dit que je faisais Fagnac, il faut que je me dépêche. QCM32 BCE, là, pareil, c'est des formules, en fait. Des formules. Des définitions, donc il faut les savoir par cœur. Il n'y a pas de secret.
33 c'était ABC, et du coup là ça devient la partie intéressante, c'est super. Alors, on a ambivalente, etc. C'est bon. Donc le QCM34, on a 4 molécules. Donc du coup c'était juste la B. La molécule A se nomme un hexane. Alors en fait on voit, il y a toujours un ordre, enfin moi je fonctionnais toujours comme ça. Je prenais du coup s'il y avait une fonction principale, donc là on voit qu'il n'y a pas de fonction principale. En gros, dès que c'est comme ça, en fait c'est juste des carbones, en fait dès qu'il y a des nœuds comme ça là, ici il y a un nœud par exemple, ici il y a un autre nœud, moi ça marche vraiment pas, ici il y a encore un nœud, et là il y en a encore un autre. Bon là c'est que des carbones en fait. Et du coup, le reste, les H, on les marque pas, les hydrogènes, on les marque pas. Donc il fallait compter, on avait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est un hexane, on n'a pas d'insaturation, sachant que les insaturations, c'est les doubles liaisons et les triples liaisons. Enfin, quand il y a une liaison en fait multiple, c'est pas une liaison simple. La chaîne carbonée la plus longue, du coup, c'est 6 carbones. On voit qu'il n'y a pas de substituant. Donc du coup, bah, c'est juste un hexane. La molécule B, du coup, alors attention, il y a marqué que c'est vrai, donc je ne peux rien cacher. On voit qu'il y a une fonction donc, principale ici, c'est un acide carboxylique, c'est OH. Donc, quand on a le tableau, là, il y en a qui servent de CNA-kata. Moi, je ne m'en servais pas, j'avais une autre phrase. On voit que c'est donc la fonction principale et en plus, c'est la prioritaire. Donc, on sait que le carbone de cette fonction-là, ce sera le carbone 1. Donc après, on peut commencer à compter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, ce sera un X. Vous voyez ici, X, parce que X c'est 6. On continue, donc on voit qu'on a une insaturation ici. Donc du coup, en position donc 1, 2, 3. Donc on marque toujours le premier en fait, le premier carbone, donc c'est en position 3. Donc ce sera du X3. Et après on a le N, en fait le N ici c'est pour dire que du coup on a une insaturation en fait, une double liaison là du coup. Donc une double liaison en position 3, la chaîne carbonée la plus longue du coup ça va être de 6 carbones. On n'a pas de substituant puisqu'après on n'a que des carbones et des hydrogènes. Donc du coup c'est de l'acide, parce que du coup c'est un acide carboxylique. Eggs parce qu'il y en a 6 carbones dans la chaîne principale. 3 parce qu'en position 3 vous avez une double liaison. N parce qu'il y a une double liaison du coup. Et oïque parce que c'est du coup le suffixe. Voilà, j'en étais sûre que j'allais changer cette page. La molécule C, on a une fonction principale. On voit ici le NH2, donc c'est une fonction amine. Ensuite, donc ça veut dire que il faut qu'il ait le numéro de carbone le plus petit, donc c'est pour ça qu'on va pas partir par ici, parce que sinon il aurait été en 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est pas le but c'est que du coup il ait le chiffre le plus petit, donc on part de ce côté-là, donc c'est en position 2 qu'on va avoir un amine. On voit qu'on a une triple liaison en position 3, donc quand c'est une triple liaison, c'est un in, comme ça, 3 in. En position 2, on a un amine, donc vous avez le 2 amine. Chaîne carbonée la plus longue, donc c'est 7. 1, 2, 3, 4, 5 différents, vous voyez 7, c'est déjà marqué. On a un chlore en substituant, en position 6, donc ça va être du 6-chloro. Hept, parce que vous avez 7 carbones dans la chaîne carbonée la plus longue. 3 ine, parce qu'en position 3, vous avez une triple liaison. Et 2 amine, parce que c'est la fonction principale, donc elle est tout à la fin du nom, et en position 2. Donc la fonction principale, vraiment, c'est celle qui est tout à la fin. Si jamais vous avez, par exemple, du hexane 1 ol, ben, vous savez que la fonction principale, du coup, vu que c'est du ol, ce sera un alcool. C'est tout à la fin. Et la molécule D, donc là, j'ai pas le nom, enfin, il n'est pas marqué là et ça va changer la page. Donc comme d'habitude, on regarde, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones sur la chaîne carbonée la plus longue. Donc ça va être du X. Vous avez en position 1 du fluor, en position 2 de l'iode et en position 5 du chlore. Et en fait, il faut faire attention, il ne faut pas faire par rapport aux chiffres. Parce que là, on serait tenté en fait, de dire que c'est du 1 fluoro, 2 iodo, 5 chloro. Mais en fait, non, il faut faire par ordre alphabétique. Donc, par ordre alphabétique, ce serait du 5 chloro. Et après, je ne connais plus mon alphabet. Du 5 chloro, 1 fluoro, 2 iodo. Hop. Et X, du coup, vu que hexane. Voilà, c'est ça. Et c'était pareil pour le
Donc le QCM 35, donc c'est le dernier QCM. Ça va, il me reste encore un peu de temps. Donc BDE. La molécule 4, c'était. Donc la molécule 4, elle est donc ici, là. Z, donc je suppose, vu le rappel qu'il y a après, vu que j'ai toujours pas le sujet à côté de moi, que le piège devait être sur l'isomérie 6 ou trans. Donc en fait, dès que c'est une isomérie 6 trans, ça va être un alcène. Donc un alcène, il faut qu'il n'y ait pas en fait d'hétéroatomes. Les hétéroatomes, c'est hydrogène, brome, iode, tout ce qu'il y a là. Donc du coup, c'était pas du tout un alcène. Donc dès que c'est 6 trans, c'est un alcène qui est disubstitué. Et ici, ben, c'est pas un alcène, donc il y a une erreur. Qui là est trisubstitué. Donc il y a du brome, un groupement OH et de l'iode. Donc il va falloir appliquer la règle de CYP pour déterminer les substituants prioritaires. Donc c'est IBRCLSP fonche, donc on dirait une petite phrase et tout, c'est mignon, donc on peut le retenir comme ça. Au niveau donc, du carbone 2, on peut voir qu'il y a deux substituants, donc l'oxygène et le carbone. Attendez. L'oxygène et le carbone. Ah bah oui, il est là le carbone, pardon. Donc l'oxygène est prioritaire au niveau du carbone 3, donc on peut voir qu'il n'y a qu'un seul substituant, donc c'est ici, sachant qu'en fait le carbone 1 c'est celui qui est ici là, et le carbone 2 est là, le 3 est là, et le 4 est là. Et parce qu'en fait vous avez un groupement OH ici, voilà la boule, vous avez un groupement OH ici, donc un groupement alcool, et donc du coup il faut qu'il ait le plus petit chiffre possible. Si on partait par là, ça aurait donné du 1, 2 et 3, alors que si on part par là, ça donne du 1 et 2. Donc du coup, c'est pour ça qu'on parle ici. Donc le carbone 3, il est ici, là, c'est celui de droite. Donc il n'y a qu'un seul substituant, en fait, c'est le brome, qui va être donc prioritaire. Donc les deux substituants vont être sur du même côté de la double liaison, donc c'est le Br et le OH. Et du coup, c'est une isomérie Z. Ça, c'est Z des à côté, donc je sais pas, il y a quelqu'un qui avait ce moyen mnémotechnique là, je sais vraiment pas d'où il sort. Voilà, si vous aimez les moyens mnémotechniques un peu bizarres, vous en avez un là, vous êtes servi. Ensuite, du coup, le B, c'était vrai. C'était un peu long ça, mais bon. Sur la molécule 1, donc ici sur le carbone 3, donc vous avez le chiffre 3 ici. Là. Bon, je l'ai entouré, mais du coup, ça va disparaître. On a le H en fait qui va être dans le plan. Il n'est pas dans le plan du tout. Il est en arrière du plan. Ah oui, du coup, il va falloir le mettre en arrière du plan. Bon, il était dans le plan, il a fallu le mettre dans l'arrière du plan, du coup. Parce que comme c'est le H et qui va souvent être donc le dernier quand on va faire les A, B, C, D, etc. pour avoir l'ordre de priorité au niveau du carbone, là, qui va être chiral, asymétrique. Le H, normalement, c'est le dernier en fait. Donc on peut juste pas s'en servir dès qu'il est dans le plan, donc on le tourne et on le met en arrière du plan. Donc du coup, ouais voilà, c'est ce qui a marqué là. En fait, c'est soit d'abord on le fait tourner, soit au final on fait notre configuration normale et après on inverse la configuration. Donc en gros, soit on fait pas du tout attention et on est un peu nul en modélisation, etc. On le laisse dans le plan, soit on le tourne. Mais si jamais on le laisse dans le plan et qu'on obtient un R, en fait, au final ce sera un S. Je sais pas trop si c'est clair parce que bah, là j'ai pas le temps de le dessiner du tout. Mais si jamais vous avez un H en fait qui est dans le plan et que c'est le dernier quand vous faites votre ordre de priorité et que vous avez un R, bah, du coup ce sera un S parce qu'il est dans le plan et que c'est le dernier. Voilà. En gros, c'est ce qu'il fallait retenir de cet item-là. Donc le C était faux, le mélange 50-50, en fait, 50-50 il sera pas optiquement inactif parce qu'en fait elle va être conformaire. Et un mélange 50-50 d'énantiomère permet d'avoir un mélange racémique alors qu'énantiomère est conformaire, du coup ça va pas être pareil. Parce que les molécules 2 et 5 voilà, étaient conformaires, alors que pour que ce soit optiquement inactif, il faut que ce soit 50-50 d'énantiomère. Ensuite, du coup, pour avoir des molécules énantiomères, elles ont la même formule brute et il y a un inversement par contre des deux centres chiraux. Si jamais il n'y a qu'un seul centre chiral du coup qui est inversé, ça va être des diastéréoisomères. Et du coup, c'est ce qui est marqué ensuite, si les deux centres chiraux sont inversés, c'est un énantiomère.
En gros, si vous avez du 3S, 4S et que après vous avez du 3R, 4R, comme les deux centres chiro sont inversés, ça va être des énantiomères. Si vous avez du 3S, 4R et du 3S, 4S, il n'y en a qu'un seul qui change, et donc là, c'est un diastéréoisomère. Voilà, je ne sais pas trop si c'est clair. Donc du coup, voilà, il est 20h. Je vais essayer de finir juste ça, et après, on va arrêter le live. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire maintenant. Donc les molécules 1 et 3 diastéréoisomères, pareil, il y a la même formule brute. Il faut vérifier vraiment s'ils ont la même formule brute. Vraiment, c'est le premier truc à vérifier, parce que ça, on oublie tout le temps. Enfin, moi, j'oubliais. Il faut vraiment vérifier que vous avez les mêmes formules brutes. Si jamais vous n'avez pas les mêmes formules brutes, ce sera forcément pas du coup un diastéréoisomère ni énantiomère. Donc si jamais il y a la même formule brute et inversion d'un seul centre chiral, vous avez du coup un diastéréoisomère. C'est ce qu'on voit ici. La molécule 1, c'était du 2S3R, alors que la molécule 3, ça va être du 2R3R. Vous avez qu'un seul truc qui change, c'est au niveau du 2. Vous avez du 2S, alors que là, vous avez du 3R. Du coup, ça va être des diastéréoisomères. Et ensuite, le E était vrai, donc le 2 et 5 sont conformaires. Il y avait un rappel, les différents arrangements des atomes qui résultent d'une rotation, donc c'est juste une rotation autour d'une simple liaison, c'est des conformations. Si jamais il y a une rupture, ce sont des configurations. Pour s'en souvenir, je sais qu'en passé c'était configuration, vous avez le mot figure en gros, et il y avait une rupture, et voilà. C'est pourri, c'était vraiment pas ouf. Donc les substituants du carbone 1 sont identiques dans les deux molécules, sauf que dans la molécule 5, il y a une rotation autour du carbone asymétrique en 3, donc c'est une isomérie en conformation. Et du coup, il me semble que c'est bon. Ah voilà, page 25, donc c'est bon. Bon, il est 20h01, on a vraiment genre pas tout fait, mais j'essaye de faire ce que vous avez commencé à faire maintenant avec le professeur Fanière, parce que c'est un petit peu compliqué au début, tout ce qui est nomenclature, etc. Mais en soi, ça va aller. De toute façon, on va les reprendre plus tard. Et du coup, voilà, si vous avez des questions, mais pas sur le chat du live là, mais vous pouvez re-regarder cette vidéo, vous avez la correction que je vais mettre maintenant, et vous avez surtout le forum, et après il y a les permanences le midi, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez peur ou quoi que ce soit, à aller sur le forum, nous on est toujours là. Et du coup voilà, moi je vous fais des bisous, je pense que du coup l'équipe vous fait des bisous aussi, on fait tous des bisous de loin parce que voilà. Et n'hésitez pas, et voilà, merci, et vous allez avoir un classement quand même assez rapidement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bonne soirée à tous. Bon, le temps que je ferme tout là.